Dépose cette arme. Ne t'emmène pas. Ah bon? Tu veux vraiment tuer ton mari? Non, ne fais pas ça. Ne t'emmène pas, maman. Non, Maman. ne le tue pas. D'Olive. Non, D'Olive. En même temps, deux mouvements. Je peux faire l'acrobatie et arracher cette arme. Dépose cette arme. Bonsoir. Monsieur enfant de retour. Ouais, je suis éreinté. J'ai eu une journée extrêmement surchargée. Je t'attends depuis, je voudrais qu'on parle. Parler de quoi? De mes marchandises. Ah d'accord. Bien, donne-moi une minute, le temps pour moi de me changer. Ok, je t'attends. Tu es volé? Tu as touché Mirabel? Tu as touché Mirabel? Est-ce que tu as touché? Tu as osé? monsieur le commissaire, Je demande si tu as osé toucher Mirabel. Tu as parlé? Attendez. Tu as touché Mirabel? Tu as osé toucher? « 21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de vous retrouver pour une autre super production de votre programme panafricain Ouro Africa. Ouro Africa, ce soir, justement, nous allons conseiller, nous allons rentrer un tout petit peu dans l'histoire avec ce qui se déroule du côté du Conseil constitutionnel. Là, nous sommes au Cameroun avec justement ce rendez-vous avec l'histoire, puisque le contentieux ou alors les problématiques juridiques ne sont pas vidées, elles se de ce grand projet que nous allons, sur lequel nous allons épiloguer ce soir. Merci à vous, Jean-Dieu Evouna. Je vais vers ma gauche proche avec un visage connu, mais surtout reconnu de la scène panafricaine, doyen François Bikoro. Comment vous présentez toute une vie dans la communication, toute une vie à parler du continent, toute une vie à épiloguer sur les élections. Cette fois-ci, on va évoquer la présidentielle. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir surtout à vos nombreux téléspectateurs qui, depuis qu'ils ont appris que le candidat du PULS, dont le nom finit par espoir, espoir c'est le dérivé de l'espérance, et sur votre plateau, permettez-moi d'abord de vous saluer, de vous remercier et surtout de vous féliciter. Parce que dans le débat qui court aujourd'hui, on n'a pas l'impression que nous abreuvons les Camerounais des programmes et des projets politiques conséquents parce qu'ils ont le 12 octobre choisi l'un de leurs sur les 33 millions que nous sommes pour conduire à la destinée collective à travers la destinée individuelle. Je pense donc que c'est une très bonne chose et c'est d'autant plus une très bonne chose que vous nous avez choisi pour aider à ce que la juridique générationnelle qui se met en place dans toute l'Afrique aujourd'hui, parce que nous sommes d'abord africains, c'est celle de la recherche d'identité culturelle. Pourquoi les Africains veulent développer leur pays à travers les types de références qui ne sont pas les leurs. Le temps est donc venu de s'assurer que la jeunesse émergence africaine accomplit les jeux et les affaires. Merci, doyen Bikoro, pour la présence. Lui aussi fait quasiment partie des meubles de Ouro Africa. Timothée Somba, votre plume n'est plus à présenter. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga. Ma sympathie à tous nos millions de téléspectateurs, fraternité très appuyée à tous mes différents copanélistes, avec un coucou particulier au président Serge Espoir Matomba qui nous fait l'honneur de joindre cette escadre panafricaine ce soir. Ses positions sur les questions panafricaines sont connues et je pense que c'est une très bonne chose qu'il ait décidé de venir en parler sur ce plateau de Ouro Africa. Je m'en voudrais de ne pas faire un coucou particulier également au top management d'Info TV, dont le labeur commence à porter de bons fruits, d'abord en termes de qualité. Nous attendons les autres fruits quantitatifs sur lesquels on n'a pas besoin de se déployer en ce moment précis. Merci à vous, Timothée et Somba. Autre acteur important de cette escadre, Jean-Moïse Mbok, docteur, dont la prise de parole publique véritablement porte désormais. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes copanélistes. Et comme on dit, le doyen et les autres respectueuses salutations au président Serge Espoir Matomba, que j'ai eu le bonheur de suivre. Hein. Je chahutais un des vôtres dernièrement en disant, mais le bus, il est où? Le bus donc effectivement, c'est un bonheur d'avoir j'ai envie de dire, le privilège de partager le plateau avec vous. C'est un secret de polichinelle aujourd'hui que je suis porte-parole du FSNC. Oui. Et le FSNC, c'est la main tendue. Et hier encore, j'ai échangé avec mon président Issa Tiroma Bakari qui me disait l'amour, le respect, l'appréciation qu'il a pour le président Espoir Matomba. Et c'est un bonheur pour nous d'être là, d'écouter, d'échanger, de partager. Et je sais que je vais rentrer avec un très bon témoignage, un bon rapport à mon parti aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci au top management qui a permis que nous puissions être là. C'est ça le Cameroun qui gagne. Valoriser les siens, respecter les siens et reconnaître ce qu'ils portent, ce qu'ils représentent et ce qu'ils incarnent. Voilà. Merci à vous, Jean-Moïse Mbok. Je vais commencer par justement le premier secrétaire Serge Espoir Matomba. Avant que nous rentrions dans le contenu de cette émission, je vais prendre l'actualité du PURS. Monsieur le premier secrétaire, chez nous on aime dire président, mais je vais faire l'effort de dire premier secrétaire. Alors, comment se porte le PURS aujourd'hui? On a eu écho de votre aventure en 2018. On sait justement la place qui est la vôtre sur l'estrade politique au Cameroun. On sait que vous portez une dynamique jeune. C'est important, on y reviendra. Comment se porte la formation et surtout, quelles sont véritablement vos motivations et ambitions pour la présidentielle à venir? Non, il faut dire que le PUR se porte très bien. Vous savez, le PUR, c'est un parti politique qui se construit au jour le jour et qui aujourd'hui est un produit d'un construit au lieu d'être un produit d'une improvisation. Vous savez, il faut peut-être que je fasse un petit tour à la genèse. Le 25 octobre 2008, lorsque certains jeunes, parmi lesquels moi, nous nous sommes réunis, n'est-ce pas, pour penser l'avenir de ce pays, nous nous sommes dit, il fallait qu'on apporte notre pierre à la construction de l'édifice Cameroun. Et le 14 mai 2010, lorsque nous avons reçu mandat, c'est-à-dire la légalisation du parti, nous nous sommes dit, il faut aller vers les Camerounais. Parce qu'il fallait comprendre pourquoi ça a échoué avant, pourquoi ça ne marchait pas. Mais nous nous sommes très rapidement dit, il faut aller toucher les Camerounais au cœur du Cameroun. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons lancé des missions à travers le triangle national, des missions qui ont duré sur plusieurs années. En 2013, en 2011, nous avons eu l'occasion de présenter un candidat à l'élection présidentielle qui a été recalé, qui n'était certainement pas moi, de regretter mémoire Patrick Sapak, que nous avons présenté en 2011. Qui nous a souvent accompagnés sur ce plateau. Qui a été recalé et voilà, nous avons dû affronter le Conseil constitutionnel pour la première fois et nous avons tiré des leçons, n'est-ce pas, du Conseil constitutionnel. Et nous avons poursuivi l'aventure en 2018 avec la présidentielle. Je ne vais pas ici étaler tout ce qui s'est passé durant cette présidentielle, mais il faut dire qu'à chaque étape, nous avons tiré des leçons. À chaque étape, nous avons appris. À chaque étape, nous nous sommes... la construction qui est nôtre a continué. Mais nous avons surtout appris, n'est-ce pas, du climat sociopolitique du Cameroun. Nous avons appris du climat électoral du Cameroun. Parce qu'il faut le dire, après les élections de 2011, auxquelles nous ne prenons pas part, nous tirons nos leçons. Nous savons que quand il faut affronter le Conseil constitutionnel, s'il faut aller au Conseil constitutionnel, voici le comportement que nous devons avoir. Ou alors, voici ce qu'il faut faire pour éviter d'arriver au Conseil constitutionnel. En 2018, nous n'allons pas au Conseil constitutionnel parce que notre candidature est validée. Ça veut dire que les leçons tirées de 2011 ont été appliquées en 2018. Et nous allons librement aux élections, sauf que, voilà, la veille, n'est-ce pas, du jour du scrutin, nous recevons un coup. Alors, je ne dirais pas un coup magnifique, mais un coup tragique. Il est annoncé dans les médias de la chaîne publique comme quoi le candidat Serge Espoir Matomba aurait désisté au profit du candidat Biya.
Oui. Chose curieuse, c'était au 13h. Vous imaginez, on a une élection le 7 octobre. Le 6, on a une annonce pareille sur la CIATIF. Dieu seul sait quelle est la portée de ce média-là au niveau national. Oui. Il y a un autre média panafricain, je ne pourrais pas le taire, Afrique Média aussi, qui annonce dans son média aux environs de 16h que le candidat Serge Espoir Matomba s'est retiré au profit du candidat Biya. Ce que moi je fais, c'est que j'essaye avec mes équipes de démentir cette information qui n'était pas vraie, mais je peux vous rassurer qu'il m'a fallu 2 ans. Le mal était fait. Après 2 ans pour reparcourir le triangle national, convaincre ces électeurs-là qui, ma foi, avaient pensé un seul instant qu'ils avaient été trahis, qui, ma foi, avaient un seul instant pensé que cette information était vraie, parce que malgré le démenti que nous avons fait en 2018, il n'a pas pu porter les fruits. Mais nous avons tiré des leçons. Le plus important, ce n'est pas ce qui s'est passé, ce sont les leçons que nous avons pu tirer, n'est-ce pas, de cette expérience. Alors, et oui. en 2020, nous participons aux élections et nous avons des élus. Parce qu'il faut noter qu'en 2012, depuis 2010, lorsque nous avons commencé à marteler sur la modification du code électoral, en 2012, nous avons eu ce qu'on a appelé une révision partielle du code électoral. Et dans cette révision, il était clairement mentionné que pour participer à une élection présidentielle, en étant un parti, il faut avoir un minimum d'un élu. Donc, 2020, tout naturellement, on sait qu'il faut se projeter vers 2025. Il faut forcément participer aux élections. Je vais revenir pourquoi je suis sur l'explication des élections et la modification du code électoral. Donc, nous participons en 2020. Nous obtenons encore des élus. Nous savons que d'une façon ou d'une autre, la garantie pour 2025 est établie. Donc, et en 2025, rien de surprenant pour nous, dans le montage de notre dossier, dans la structuration de notre démarche, pour que notre candidature... C'est vrai que chez vous, il n'y a pas eu la moindre suspicion, tout semblait être réglé comme sur du papier à musique. Écoutez, parce que nous ne sommes pas, nous n'improvisons rien, nous construisons. C'était d'ailleurs surprenant pour certains que, à la veille du jour du dépôt, que nous n'ayons pas encore déposé. Parce que c'est pour vous dire que j'ai reçu pas mal de coups de fil. Mes équipes ont reçu des appels. Mais pourquoi vous ne déposez pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que vous avez fait attendre. Non, écoutez, on répondait là à une stratégie interne qui voulait que nous puissions attendre le dernier jour pour déposer donc ce dossier. Mais c'est pour vous dire que non, nous ne sommes pas un parti pour les jeunes. Nous sommes un parti pour les jeunes, pour les femmes, pour les vieux. Si vous voulez, nous sommes un parti pour les Camerounais. Donc nous ne nous distinguons pas particulièrement comme un parti uniquement des jeunes, comme certains veulent bien nous faire porter cette casquette. Mais il faut dire que le Cameroun, en réalité, c'est tout le monde. Le Cameroun a besoin de tout le monde, a besoin de la contribution de tout le monde. Le projet que nous portons, c'est un projet qui met le jeune à la place, c'est-à-dire au cœur du développement de la nation, mais c'est un projet aussi qui met tous les Camerounais au cœur du développement de la nation. C'est important de le dire pour revenir donc et dire que lorsque vous vous dites qu'une nation doit être construite, vous ne vous dites pas, comme j'ai l'habitude de dire aux camarades et aux autres, nous ne sommes pas des messies. Je ne suis pas un messie. Je suis un porteur de messages. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous allez voir chez nous au PURS, vous n'aurez pas une appellation de président. Vous avez un premier secrétaire qui, lui, est au contact des camarades et des populations et qui est un exécutant, qui n'est pas celui qui donne l'ordre et que ces ordres soient complètement exécutés. Non, il prend les notes, il prend les recommandations, il prend des résolutions qui ont été prises et qui lui ont été transmises. Ce sont ces résolutions, ces notes, ces recommandations qu'il applique. Et c'est en réalité ce que nous voulons transporter, n'est-ce pas, au sommet de l'État pour dire, nous n'y allons pas parce que nous sommes intelligents, nous n'y allons pas parce que nous avons la magie pour, n'est-ce pas, transformer le Cameroun avec une baguette magique. Non, nous y allons parce que nous avons un projet qui a été construit et dans lequel la plupart des Camerounais ont été impliqués dans l'élaboration et c'est ce projet donc que nous allons exécuter. Je vais peut-être sortir par là pour vous dire qu'en 2024,
nous avons lancé ce que nous avons appelé le débat social et économique. C'était un débat qui consistait en quoi? Aller écouter les Camerounais. C'est-à-dire au-delà des propositions que nous avions déjà pour le Cameroun et pour les Camerounais, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés à l'extrême nord. Nous sommes allés au nord. Nous sommes allés au sud. Et vous en dites quoi? Nous sommes allés recueillir les avis et la participation des Camerounais. La question était simple. Alors, nous étions là, j'étais personnellement là, et je posais une seule question. Comment vous pensez le développement social et économique de votre localité et du Cameroun en général? Et mes équipes, ce qu'elles faisaient, c'était uniquement prendre des notes. Et tout le monde disait ce qu'il pense de sa localité. Tout le monde disait ce qu'il entrevoit du pays. Nous prenions des notes. Donc aujourd'hui, le projet que nous portons, et vous allez comprendre pourquoi nous le disons, c'est un projet non seulement représentatif, mais c'est un projet dans lequel la plupart des Camerounais ont pris part dans l'élaboration. Merci Serge Espoir Matomba pour ce ballet panoramique de hier, le PURS, et demain le PURS. On sait désormais, on en sait plus sur le substrat de votre projet de société que vous présentez aux Camerounais. Je commence par vous, Timothée Somba. Alors, nous on revient à des actualités un peu plus dynamiques et bouillantes. Le Conseil constitutionnel aujourd'hui était réuni. On a vu défiler des recalés d'hier qui essayaient justement de faire basculer justement l'Auguste Chambre en leur faveur. On a spéculé sur une candidature qui jusqu'ici n'a pas livré son secret. Est-ce que ce Conseil constitutionnel sera véritablement au rendez-vous avec l'histoire demain? Ce sera 15h à Yaoundé, au Cameroun. Stéphane Barga, votre question semble embarrassante. C'est comme si vous avez une histoire particulière que vous attendez du Conseil constitutionnel. Moi, je m'aurais dit que dans l'architecture institutionnelle et constitutionnelle du Cameroun, l'effectivité du Conseil constitutionnel en elle-même lui a déjà permis de rentrer dans l'histoire. Je fais cette fenêtre rapidement pour féliciter le candidat Matomba, parce que dans ses propos, je puise, et je l'avais noté sans savoir qu'il allait le dire, qui ne fait pas partie de ces candidats qui sont obligés d'aller faire une certaine monstration au Conseil constitutionnel. Nous ne le faisons pas assez, mais il faut féliciter ceux dont les dossiers de candidature sont immaculés de contestation, d'abord sur le plan endogène et des contestations éventuellement exogènes. Une fois que j'ai fermé la parenthèse, je reviens donc à notre Conseil constitutionnel qui a été mis en place dans la Constitution du 18 janvier 1996. On a mis du temps à le matérialiser. Nous avons attendu jusqu'au 7 février 2018 pour qu'il prenne définitivement corps, alors que les lois portant organisation et fonctionnement avaient déjà été adoptées depuis 2004. Le Conseil constitutionnel camerounais est rentré dans l'histoire en s'inscrivant dans la lignée des premiers conseils constitutionnels du monde, à diffuser en direct les débats, les audiences en son sein. Il venait donc là de marquer d'une pierre blanche son entrée au panthéon des institutions juridictionnelles mondiales. Mais il est bon que je dise aussi aux jeunes qui nous suivent à la maison, afin de dissiper tout doute que certains politiciens veulent instiller dans leurs esprits, le Conseil constitutionnel au Cameroun ne relève pas du pouvoir judiciaire. C'est une juridiction spéciale qui est pensée par le titre 7 de notre Constitution, qui n'a rien à voir avec le pouvoir judiciaire, qui lui est chapeauté par la Cour suprême. Donc, lorsque certains hommes politiques veulent donner l'impression que c'est la plus haute juridiction du pays, ils se trompent. Le Conseil constitutionnel a ses missions à part. S'assurer de la régularité des élections, s'assurer de l'arbitrage en matière de conflit d'attribution entre les institutions et s'assurer de la régularité des la conformité de la loi à la Constitution, ce que l'on appelle régulièrement le contrôle de constitutionnalité. Maintenant, certains acteurs ont voulu créer une autre fonction qu'on appelle le contrôle de conventionnalité. Dans convention, ici, mettre les traités et accords internationaux. Une fois que je l'ai dit et que j'ai déjà rassuré mes cadets à la maison, j'aimerais dire, comme le chef de l'État le dit souvent, les institutions qui sont, comme le docteur Yvonne aussi le martèle toujours, qu'on mesure la maturité d'un État, la qualité de ces institutions, les institutions qui ont donc
pour responsabilité d'appliquer la loi ne doivent pas céder ni au chantage, ni à la clameur populaire. Comment est-ce que le Conseil constitutionnel continue de blanchir, d'ennoblir son nom dans l'histoire? C'est simplement en faisant son travail, c'est-à-dire appliquer la loi stricto sensu. Surtout qu'en matière constitutionnelle, on ne le dira jamais assez, la lettre prime sur l'esprit. Que dit la loi? On applique la loi de façon mathématique et adviendra que pourra, parce que nous devons continuer de prêcher pour que la loi, qui est le seul garant contre l'arbitraire, soit toujours au-dessus de nos pensifs, au-dessus de nos émotions. Parce que si nous galvaudons la loi, nous n'avons plus d'arbitre social. Merci Timothée Essomba pour ce vernis juridique que vous apportez à la réflexion. Doyen Mikoro, je me tourne vers vous. Alors, le Conseil constitutionnel sera-t-il au rendez-vous de l'histoire alors que beaucoup supputent et se cristallisent vers les premiers signes qu'il donne avec ces rejets en cascade qui ont pu être observés aujourd'hui? Nombreux ne sont pas passés au travers du tamis, beaucoup ont été recalés, mais surtout, la grande interrogation était celle du candidat du Manidem. Les débats ont été, le délibéré a été renvoyé à demain 15h. Et s'il advenait, justement, comme le dit Timothée Somba, que le Conseil cède à la clameur, à la pression, aux tensions qu'on a pu observer malheureusement, il y a eu un fort déploiement militaire. Est-ce que vous sentez cette institution-là capable justement de ne dire que la loi et de faire fi des conditions qui entourent justement le rendu de cette loi demain lorsqu'il sera 15h? Moi, je ne sais pas voir ce qui se trouve dans le ventre d'une femme quand je ne suis pas médecin. L'Afrique aujourd'hui bouge. Et le Cameroun fait partie de l'Afrique. Les émergences de jeunesse africaine nous parlent et nous renseignent sur ce que l'Afrique doit être demain. J'ai l'impression, parce que vous avez posé une question il y a cela 2 semaines, pourquoi il y a tant de candidatures. Et maintenant, vous posez la question de savoir pourquoi il y a tant de rejets. Moi, ça me gêne un peu, mais ça me rassure sur le fait que les gens ne savent même pas de quel Cameroun il s'agit. Le Cameroun dont il s'agit, c'est celui qui, pendant près de 17 ans, a fait une guerre avec la Grande Nigeria, la guerre de Bakassi. Et pendant près de 10 ans, une nébuleuse Boko Haram, appelée Boko Haram, semble-t-il, qui était très bien assise dans un pays voisin, très proche de l'affaire Bakassi, a décidé de venir se laver dans la partie septentrionale du pays. Les raisons pour lesquelles qui ont été évoquées étaient celles que la partie septentrionale du pays s'appelle le Grand Nord. Et nous sommes souvenus que toutes les crises qu'il y a dans le monde entier sont des crises de Nord et de Sud. Et là, nous sommes rendus compte qu'elles sont mises en exergue par des gens qui ne connaissent pas l'Afrique, qui ne connaissent pas le Cameroun. À savoir que les Occidentaux ont cru devoir nous amener en bateau en nous faisant faire des crises qui ne sont pas les nôtres. Et la dernière en date pour le cas du Cameroun, c'est la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est-à-dire, les gens nous ont dit que le fait de parler la langue, on doit faire une crise. Lorsqu'on fait ce constat, doyen, nous sommes là véritablement donc face à une actualité qui interpelle, au-delà de cette lecture transversale que vous faites. J'en viens, pour bien appréhender cette actualité, il faut que la situation soit bien établie et bien claire. Oui. On ne peut pas se lancer sur des nébuleuses dont on ne maîtrise pas. Je vous dis que si les Camerounais savaient quelle est la situation du Cameroun à l'heure actuelle dans le concert des nations, on ne blaguerait pas avec le seul poste le plus important dans un État qui est le poste de président de la République. Et on sera plus attentif sur les 13 bons Camerounais dont les noms sont sortis après la première stade de tri qu'on appelle Elekam. Il faut magnifier les gens et se rendre à l'évidence que les 13 Camerounais, ils étaient 8 à l'époque, les 13 Camerounais, certainement ont une bonne maîtrise de ce que le Cameroun est demain. Et le Cameroun est demain, c'est celui qui a eu quelques strates. Dans les années 90, on a arrêté le pays pendant 18 mois. Et 30 ans après, on demande au pays de construire les routes et tout ce que vous voulez. Mais surtout qu'il ne faut pas oublier les strates que j'ai citées tout à l'heure. Parce que si quelqu'un sait exactement pourquoi il y a eu, on parle de guerre de Bakassi, nord-ouest, sud-ouest, qu'on transforme en guerre anglophone, et si on le sait, on fait comme Serge Espoir Matumba. On rassure la population qu'on est sérieux en ce qui concerne le devenir du Cameroun. Serge Matumba et ses 12 congénères nous ont rassuré qu'ils ont la maîtrise du Cameroun de demain. Parce que le Cameroun de demain, c'est celui qui voudrait que chacun et tous, on puisse se mettre ensemble pour le construire. On ne peut donc pas oublier
qu'il y a eu un grand dialogue national dans notre pays, où on a demandé à chacun des Camerounais s'il maîtrise vraiment le Cameroun pour lequel il veut gouverner. Et on ne s'est pas rendu à l'évidence qu'il y a, dans la partie nord-ouest et sud-ouest, des gens qui ont fait un effort pour ramener les Camerounais vers le droit chemin. Ça s'appelle tournée du grand dialogue, mise en place d'un certain nombre de résolutions. Et on peut donc se dire que ce qui se passe au nord-ouest aujourd'hui, où à quoi il a fait, les gens vont au travail, ils vont à l'école, ça veut dire que le travail qui attend Serge Espoir Matomba est celui de rassurer les Camerounais que lorsque nous sommes dans la même voie, lorsque nous sommes ensemble, on peut avancer. Si on ne voit pas le Cameroun de cette manière-là, vous n'allez pas comprendre pourquoi des individus sans foi ni loi se sont permis de nous perdre du temps en allant déposer des dossiers incomplets au Conseil constitutionnel. Et ils ont même fait pire. C'est-à-dire qu'ils sont repartis le lendemain sans le complément de dossier qu'ils doivent amener pour que le travail soit fait. Il ne faut pas que nos enfants croient qu'on peut faire le baccalauréat francophone au Cameroun sans avoir le probatoire. Il faut leur dire que non seulement il faut avoir le probatoire, mais il faut beaucoup travailler pour que cela marche. Et pour cela, il faut commencer à encourager les gens qui dansent dans les maisons aujourd'hui, parce qu'après avoir eu le probatoire, ils se sont présentés au baccalauréat, oui, et ils l'ont eu. Et l'un d'entre eux s'appelle Serge Espoir Matomba. Merci, doyen. C'est vrai que je n'ai pas vu la chute là, mais je la valide. Je la valide. Elle rassemble et elle parle aux Camerounais qui justement s'inquiètent des tensions qui pourrait y avoir justement, Jean de Dieu Evouna, lorsque le déroulé et surtout le rendu final des postulants pour la présidentielle sera connu. On a vu un fort déploiement, quelques militaires dans les rues aujourd'hui, on a vu quelques esclaves, on a vu quelques échauffourées, on a vu un palais des congrès plus ou moins assailli. On présuppose que les soifs et toutes les tensions ne se sont pas asséchées puisque le point focal semble ne pas avoir été atteint. Demain, certainement, la même tension sera palpable aussi, ce que nous ne souhaitons pas, bien évidemment. Mais comment est-ce que vous, en tant qu'observateur des sciences sociales, vous vous positionnez lorsque vous voyez autant de tensions, lorsque vous voyez ou percevez autant d'ambiguïté sur un rendu qui est simple, si l'on s'en tient à ce que Timothée Somba nous a dit, une application stricte et simple de la loi? Mon observation est simple. C'est un signe positif de la culture politique grandissante au sein du peuple profond du Cameroun. C'est un signe positif. Si il n'y avait pas cette effervescence autour du Conseil constitutionnel, cela voudrait dire que le Camerounais lambda ne s'intéresse pas à la chose politique. C'est normal, c'est un signe positif. On a vu une contestation et une tension autour d'un seul nom ou d'un seul parti. À croire que les autres tout ceci contribue à prouver, à dire aux juges qu'ils sont obligés de dire la loi et rien que la loi. Oui. Parce que s'il n'y a pas cette pression du peuple, nous risquons de nous retrouver dans cet état de choses où les gens qui sont à la tête des institutions n'ont pas le souci de les maturer, comme j'ai l'habitude de le dire. N'ont pas le souci qu'il y a un peuple à qui ils doivent rendre compte. N'ont pas le souci de se rendre compte qu'ils sont là au service du peuple profond et non pas au service de certains, d'un clan ou d'une certaine caste. Oui. C'est pourquoi je dirais que j'apprécie cette effervescence, sans toutefois... non, sans toutefois souhaiter qu'il y ait des dérapages. Oui. Cette levée du peuple donne un signal fort. Nous voulons des institutions fortes. Nous voulons que vous rendiez la justice, parce que je l'ai toujours dit, c'est la justice qui élève une nation. C'est la justice qui garantit le développement d'une nation. C'est la justice qui garantit l'épanouissement d'un peuple. Et si cette justice est libre, ça veut dire qu'elle rend libre le peuple. Et par conséquent, ce que nous observons nous dit clairement que le peuple a maintenant le droit de regard sur ce qui se fait au sommet. Oui. Et il va de soi que le peuple ne s'adresse pas seulement à la Cour constitutionnelle, mais à toutes les institutions. C'est qu'ils nous regardent. Ils doivent comprendre qu'ils ont le devoir moral, le devoir devant Dieu et devant le peuple de rendre la justice et rendre le peuple libre et
comme je dirais, pour le moment, je dis qu'ils marquent des points par le fait qu'en 2018, ils ont ouvert la voie à la communication internationale. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Merci, Jean-Dieu Evouna. Jean-Moïse Mbok, alors, est-ce que pour vous, il y aura rendu ou alors un verdict à la hauteur si demain la candidature qui cristallise toutes les contestations, elle était toujours invalidée? Moi j'ai l'impression que c'est nous sur les médias qui amplifions une situation qui n'en est pas en fait. Les Camerounais dans la rue, qui bagarrent, qui scandent, qui crient, non, ils ne vous parlent pas? Ne comprenez pas mal le message des Camerounais. Le message des Camerounais, c'est qu'on pense qu'on mérite mieux. On pense qu'on peut avoir mieux. On sait qu'on a la ressource pour avoir mieux. Vous savez, la mondialisation nous a rattrapés. On a voulu rester au village, mais la mondialisation nous a rattrapés. Et ça nous a rattrapés de manière à ce que le monde dans ces échanges, soit vous êtes un comptoir, soit vous êtes une unité de production. Et aujourd'hui, on a l'impression que les autres ont compris ça, produisent et viennent nous vendre chez nous. Et vous avez une jeunesse qui est suffisamment éduquée, suffisamment informée, qui s'intéresse à la vie du monde. Et qui estime que nous aussi nous avons voix au chapitre. Ce qui fait donc que quand les gens se mettent à crier, cherchent le candidat le plus agité, se tiennent derrière la personne, ce n'est pas la personne qui les intéresse fondamentalement, c'est la personne qui donne l'impression que je vais vous sortir du trou. Mais comment on répond à ça? On répond à ça avec des gens sérieux, comme le PURS. Et je rejoins parfaitement le doyen, qui rappelait que nous sommes dans un contexte où on n'a pas besoin d'agitateurs ou d'agitation. Et on n'a pas besoin de mettre des projecteurs sur les agitateurs et les agitations. Alors, ce que vous dites est tout à fait pertinent, mais cela pourrait être paradoxal. Vous avez un candidat, par exemple, celui du PURS, qui est, tout le monde le reconnaît sur ce plateau, sérieux, mais vous avez aussi d'autres qui estiment que c'est leur tour, et c'est eux, c'est mon tour, comme ils disent. Alors, comment est-ce que vous parvenez à comprendre que cela capte et cristallise autant d'effervescence autour de leur projet, alors que ceux qui sont sérieux, parfois, ont de la peine à véritablement être audibles et à rassembler autour de l'ambition qui est la leur? Ce que vous soulevez relève simplement de la responsabilité sociale de tous, et des médias d'abord. Qui amplifie le mauvais message? C'est les médias. Qui peut mettre le bon message en avant? C'est encore les médias. C'est-à-dire que si nous négligeons la force de la communication, nous tombons dans le piège. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent de tous les médias sociaux pour passer un message. Ils achètent les vues, ils achètent les publicités et l'amplifient. Mais au fond, Stéphane, vous voulez parler des gens qui disent que c'est leur part. Vous allez dans les quartiers. C'est eux qui sont mariés au Bamileke, au Bassa, au Ziondo, ainsi de suite. Et ils font les enfants allègrement. Donc finalement, le mapartisme est un concept qui est fabriqué par certaines personnes qui n'ont pas un projet cohérent et qui estiment qu'on va passer en force. Parce qu'ils ont réussi à vendre une communication d'un parti qui a tout fermé, tout verrouillé, et on ne peut pas le battre de manière régulière. C'est eux qui ont fabriqué ça. Ils ont donné l'impression que toute opposition est vouée à l'échec. C'est une grossière erreur. C'est pour ça que les médias doivent corriger ça et ramener l'éducation politique en disant aux citoyens, vous devez lire les projets et les programmes politiques des candidats. Au lieu d'aller sur Facebook, et la République de Facebook, comme quelqu'un l'appelle, Timothée l'appelle sur la République de Facebook, où les gens sont présidents sur Facebook, font des discours sur Facebook. Mais si vous demandez à un de leurs militants, votre projet, c'est lequel? Ils ne peuvent pas vous dire. Parce que là-bas, on n'enseigne pas la culture politique. On enseigne la casse, la barbarie, la sauvagerie, la violence. Mais on oublie que la mondialisation nous rattrape. Aujourd'hui, l'investisseur qui écoute ce que le PURS propose se dit, je peux mettre mon argent là-bas et être en paix. C'est ça la mondialisation. La représentation diplomatique, tu vas voir des États-Unis, de la Chine et tout, qui écoute un projet politique, se dit quand même, je peux y aller et y mettre des investissements. C'est pour ça qu'on doit être sérieux dans ce qu'on propose. Je veux nous inviter à éviter de mettre de l'accent sur les agitateurs et les agités.
Ceux qui pensent que c'est leur part, la République, ce n'est pas ma part. La République, c'est ce que je propose, ce que j'offre et ma capacité à convaincre. Ma capacité une fois que vous l'avez à dit, rassembler. docteur, ne sortons pas de la question posée. Alors, est-ce qu'il y aura véritablement rendu de justice demain si cette candidature-là a été invalidée? Alors, dans le rôle du Conseil constitutionnel, le FSNC était numéro 30. Et il y avait une requête qui disait que la candidature doit être invalidée parce qu'en interne, ça n'a pas été signé. Mais un groupe fantôme qui est sorti de nulle part et qui est venu poser une requête qui a été balayée du revers de la main par ce Conseil constitutionnel, ont fait le travail de manière claire, de manière responsable. La justice va être dite, du moins le droit va être dit demain de manière claire et responsable. Personne ne peut se prévaloir de ce propre turpitude, Stéphane. Personne. Et il faut à un moment donné qu'on rappelle au Camerounais, et j'ai beaucoup aimé ce que le président Matomba a dit, la culture du messianisme, nous la décrions tous les jours ici. Ce n'est pas une attitude républicaine. L'attitude républicaine, c'est que, qu'est-ce que l'autre propose? Ça peut être mieux que ce que je propose. Moi, je me lève le matin, j'ai ma brouette et j'estime que je peux mieux travailler avec. Le président Matomba vient avec sa fourgonnette ou une camionnette qui peut porter et mes marchandises et ma brouette. Pourquoi je vais refuser de suivre ce qu'il propose au nom du Messie? À un moment donné, je prône le dialogue, j'insiste sur la communion et la communication et c'est à ça que les Camerounais sont obligés d'arriver. Demain, le droit va être dit, le Cameroun va continuer de vivre. Et il faut donc que ceux qui nous suivent s'intéressent au programme et au projet et non à l'agitation. Merci Jean-Moïse Mbok, président Matomba, ou alors monsieur le premier secrétaire. Si vous voulez, président, ça passe mieux. Oui, les Camerounais se reconnaissent derrière ce syllogisme un peu mieux. Alors, sur ce plateau, on arque de faire parler les projets, de faire parler les programmes. On va s'y atteler avec vous, puisque nous avons la chance de vous avoir sur ce plateau. Le PURS, comment est-ce qu'il se positionne véritablement sur l'espace social? Est-ce un parti travailliste? Est-ce un parti démocrate? Quel est le ferment idéologique? Et surtout, vous avez dit quelque chose. Vous êtes allé au contact des Camerounais. Vous les avez écoutés. Vous leur avez posé une seule et unique question. J'aimerais bien que vous reveniez sur ce qu'ils vous ont répondu, mais surtout ce que vous proposez, alors que l'on s'avance doucement vers le 2 octobre 2027. Permettez-moi, si vous voulez, de revenir un peu sur ce qui a été dit par toute cette brillante personne sur le plateau. Et j'ai envie de me questionner, en même temps que je parle aux Camerounais, de savoir si nous étions vraiment prêts pour la démocratie. Parce que, voyez-vous, il y a des concepts qui ont été développés ailleurs et qui nous ont été imposés. Le doyen Bikoro disait des choses très pertinentes tout à l'heure. Il a évoqué l'aspect des guerres que le Cameroun traverse jusqu'à jour. Ce qui n'a peut-être pas relevé dans le fond, parce que je pense que si vous lui laissiez la possibilité de parler, c'est le moment qui convoque l'arrivée, n'est-ce pas, de Boko Haram au Cameroun. C'est-à-dire qu'on découvre du pétrole dans l'extrême nord. Et puis on a quelques Chinois à qui on attribue, n'est-ce pas, le marché autour de l'exploration de ce pétrole-là. Oui. Et subitement, Boko Haram survient. Boko Haram arrive. C'est-à-dire, commence par, comment ils ont appelé ça, les prises d'otages, oui. Les tueries et autres. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne parle plus de ce pétrole. Tout est rangé dans les tiroirs. Mais en réalité, pourquoi est-ce qu'on arrive à ce niveau et comment est-ce qu'on déstabilise un pays ou alors la construction, la marche vers la construction d'un pays? C'est par tous ces éléments, y compris ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie. Parce que la question de savoir... Version occidentale, bien évidemment. La question de savoir, est-ce que nous étions prêts? Parce que là, c'est une bonne réponse que nous devons apporter. Parce que, voyez-vous, lorsque vous lancez un regard panoramique autour des pays particulièrement francophones, en Afrique, vous allez vous rendre compte que la plupart des pays qui vont vers des élections ont des problèmes. Ont des problèmes. Le Cameroun n'est pas une particularité. Soit parce que les hommes politiques sont instrumentalisés, soit parce que les populations sont instrumentalisées, soit pour plusieurs raisons,
Mais en réalité, le dominateur commun, c'est les problèmes. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on évite de faire? On évite de construire des hommes. J'ai l'habitude de dire que pour détruire un peuple, il faut détruire son système éducatif. Aujourd'hui, si on a le produit des hommes qui recherchent des messies, comment en sommes-nous arrivés là? Si on a aujourd'hui le produit de ceux qui ne parviennent pas à lire des projets ou à comprendre les messages portés par des personnes, en parenthèse, dites sérieuses, comment en sommes-nous arrivés là? C'est en réalité parce qu'il y a tout un construit que nous n'avons pas vu. Et les médias font partie, n'est-ce pas, de ce construit-là de la société. Nous avons eu pratiquement une trentaine de candidatures qui ont interjeté, qui ont fait appel, ou alors qui sont allés au Conseil constitutionnel. Mais la plupart des médias vont se figer sur un dossier. Qu'est-ce que vous faites des 30, il y en a 35. Il y en a 35. 35 dossiers. C'est ça. Et lorsqu'on vous dira que vous faites partie de ceux-là qui contribuaient, n'est-ce pas, à alimenter quelque chose d'autre que ce qui devrait, vous direz non, nous faisons le travail. Non. Il faut au même titre parler du premier au 35e dossier et dire, ou alors juger, si vous voulez, ou apprécier les décisions du Conseil constitutionnel en fonction du premier comme du dernier dossier. S'il y a une particularité, ça veut dire que là, nous sommes dans un piège. Nous tombons tous dans un piège qui, n'est-ce pas, que nous alimentons en plus, et qui ne concourt pas, n'est-ce pas, à la bonne marche de notre pays. Donc, je voudrais que nous puissions, je passe par là pour dire que il est important de savoir aujourd'hui les enjeux que notre pays, auquel notre pays est confronté, et savoir poser les vrais problèmes pour notre pays. Et vous avez des réponses? Parce qu'en réalité, de tout ce que nous disons là, oui, les Camerounais ont besoin d'électricité. C'est pour ça que je questionne les réponses. Je suis en train de venir. Les Camerounais ont besoin d'électricité à la maison. Pourquoi ils n'ont pas d'électricité? En réalité, on va vite faire de tirer sur une ou deux personnes pour dire que ce sont eux le problème. Mais on n'a pas d'électricité parce qu'on n'est pas un pays indépendant. On n'a pas d'électricité parce qu'on n'est pas un pays souverain. On n'a pas d'électricité parce que on ne voudrait pas que les Camerounais aient de l'électricité. Parce que s'il y a de l'électricité, qu'est-ce qui va se passer? Le Cameroun va importer moins, va produire plus, va transformer plus, et le marché camerounais sera alimenté. Alors, comment on fait pour torpiller tout ce qui est projet énergétique au Cameroun? C'est quand le Cameroun va sur les marchés, on vous dit vous avez besoin d'aller sur les marchés financiers pour lever les fonds. Très bien. On va sur les marchés financiers, on obtient de l'argent. On nous dit vous avez besoin de construire des barrages. On construit des barrages et au moment où on va injecter, n'est-ce pas, on devrait injecter de l'énergie qui part des barrages pour alimenter jusqu'au dernier consommateur. On vous dit que les voies de transmission n'ont pas été construites. Entre-temps, vous commencez à payer la dette puisque vous êtes allé sur les marchés publics. Vous êtes allé sur les marchés lever les fonds. Vous commencez à payer la dette, l'argent que vous avez emprunté pour construire ces barrages. La conséquence, c'est quoi? C'est que vous êtes dans un processus d'endettement continu qui ne vous permettra pas de vous développer demain. Mais on veut vous éloigner de ces questions-là, qui sont des questions prioritaires et importantes de la nation, en vous amenant dans d'autres choses qui, ma foi, excusez-moi du terme, qui sont des pures distractions. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons? Le Cameroun doit retrouver ou alors doit devenir ce pays indépendant pour lequel certains Camerounais se sont levés. Ils se sont battus. Ils ont accepté de verser de leur sang pour ce pays en se disant, nous devons construire un véritable pays. Oui. Vous savez, quand on nous a balancé des documents comme quoi vous êtes devenu un pays indépendant dans les années 60, si vous connaissez votre histoire, vous vous rendrez compte que après cela, il y a plusieurs Camerounais qui se sont levés, qui ont dit, ça ce n'est pas de l'indépendance qu'on donne. Et qui se sont dit, nous devons nous battre pour la véritable indépendance, qui jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas acquis. Parce que, tenez-vous tranquille, je vois que vous mourrez d'envie de me reprendre la parole, mais si vous ne me laissez pas dérouler, peut-être nous pourrons pas... Je voudrais qu'on aille dans un sens par rapport à l'offre que vous présentez, puisque vous avez balayé le constat. Je suis dans l'offre, parce que, tenez-vous tranquille, si on pose mal un problème, on aura les mauvaises solutions. Si je dis aux Camerounais
ils n'ont pas... Voici la solution que j'apporte pour l'énergie. Oui. Ils ne comprennent C'est très pas important. pourquoi Ça ils n'ont vient. pas de l'énergie. Parce qu'ils vont se limiter à ce qui est vu ou alors ce qui est dit. On va vous dire la Sonatrel n'a pas transporté. Il y a Eneo qui a fait que, son contrat avait fait que. Et puis il y a, n'est-ce pas, comment vous appelez EDF qui produit, EDC, pardon, qui produit, bon, même si EDF est déjà là, avec le barrage national. Donc il y a EDC qui produit, qui est responsable de... Donc voilà, vous voyez, on va se limiter là. Mais il faudrait que je dise aux Camerounais que parce que nous avons compris des enjeux, nous disons qu'il faudrait qu'on parte arracher ce que nous appelons la souveraineté, afin de remettre donc le Cameroun aux Camerounais et au centre du développement de notre pays. Maintenant, comment on le fait? C'est une question à laquelle vous allez répondre dans quelques minutes. Alors, le président Matomba, véritablement, vous nous faites exploser notre standard ce soir. J'ai l'impression qu'on aurait pu y ajouter tout ce qu'on veut, mais on serait dans un record de messages. Alors, je vais prendre l'avis de Timothée Essomba sur justement les projets qui sont mis en avant. Serge Espoir met un point d'honneur sur le social avec les questions énergétiques, les questions de développement, les questions de souveraineté monétaire. Est-ce que vous, lorsque vous observez la scène, alors que l'on sait justement que les acteurs sont plus ou moins les mêmes, est-ce que vous percevez au niveau des programmes, un programme qui pourrait, ne serait-ce que amener le pays dans un état meilleur que celui dans lequel il se trouve aujourd'hui? Il y a des offres qui sont connues déjà. On connaît l'inclinaison socialiste du SDF par exemple. Le RDPC, c'est le libéralisme communautaire. Chez nos amis du PCRN, c'est le fédéralisme communautaire. Il y a toutes ces offres-là, mais est-ce qu'il y a une offre qui pourrait justement garantir à ceux qui nous regardent, au-delà des propositions qui sont celles du candidat du PUR sur ce plateau, amener la République Cameroun a plus de prospérité, plus de souveraineté? Vous voulez me faire passer aux yeux des téléspectateurs pour celui qui a lu tous les programmes de tous les candidats. Je ne peux pas assumer une telle responsabilité. Mais ce que je sais, c'est que beaucoup d'agitateurs, beaucoup de tribuns aujourd'hui ont choisi de raisonner au lieu de raisonner. Je ne suis pas là pour faire les fleurs. Il y a bruit. Il y a raisonner ou de raisonner. Ils font beaucoup de bruit, ils raisonnent au lieu de raisonner. Et je ne suis pas là pour caresser au sens du poil le candidat Matomba, mais j'apprécie bien cette intervention. Parce que lui, il a justement choisi de raisonner. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression au peuple camerounais que d'un coup de baguette magique, qu'il suffit de changer M. Paul Biya pour que les problèmes du Cameroun soient tous résolus. Non. L'enjeu qui a toujours miné le développement, c'est ce problème de souveraineté. Tout ce que nous allons entreprendre, quelqu'un a dit un jour que mettez même Jésus dans le système actuel, il ne s'en sortirait pas. On a besoin de nous autodéterminer, de nous autodéfinir. C'est à nous de concevoir notre projet civilisationnel. Et nous ne pouvons le faire que si nous sommes souverains. Est-ce qu'on peut donc le faire avec autant d'offres, Timothée Essomba? Elles sont multiples, parfois même contradictoires pour un même espace. Est-ce que ces offres plurielles-là peuvent trouver un ferment dans la réalité camerounaise telle qu'elle s'exprime aujourd'hui? Le ferment est là, il a été laissé par nos pères fondateurs. Le nationalisme. Le seul souci est que, véritablement, en dehors de l'UPC, aucun parti politique n'assume cette terminologie. Pour des besoins peut-être de soutien extérieur, il s'agrippe vers d'autres expressions, socialisme et autres. Attention, en dehors du PUR, le PUR assume. Voilà, heureusement. Cette terminologie de souveraineté, nous assumons. Oui, le nationalisme est la clé. Parce que si nous pensons le développement de façon endogène, on ne peut pas reprocher le foisonnement des projets politiques. Ceci connote de la belle intelligence des Camerounais. Est-ce qu'ils sont réalistes? Est-ce qu'ils sont cohérents? Je vois des candidats qui ont pour substrat le projet écologique. Est-ce que vous pensez que dans la forêt de Dimako, ce sont l'écologie véritablement qui sont le besoin premier? Est-ce que ce ne sont pas des projets prêts à porter qu'on a pris ailleurs et qu'on essaie d'implémenter au Cameroun?
par devers nous. Il a bien parlé des politiques instrumentalisées. On a des Camerounais qui, par mimétisme, reprennent tout ce qui vient d'ailleurs, qui ne se positionnent pas à partir du pays. Il y a ce que l'on appelle souvent le tropisme. Le tropisme est perçu par certains comme négatif, mais le tropisme est aussi bien, parce qu'il nous permet de nous connaître d'abord, nous en interne, et de nous projeter vers l'extérieur. Nous avons hérité d'un système colonial, néocolonial, patrimonial, néo-patrimonial, qui fait que nous pensons le Cameroun sous le prisme du regard occidental. Oui. Et pourtant, nous devons penser le Cameroun à partir de nos réalités locales. Est-ce que cela est possible lorsque l'on sait que même de par la qualité de notre formation scolaire, nos éducations, elles sont plus ou moins imposées d'ailleurs. On vous apprend la Gaule, on vous apprend la Première Guerre mondiale, on ne vous l'apprend pas au Mignobin ou très peu, en calquant l'histoire, en la déformant parfois. Est-ce que les premiers combats ne sont pas ceux de l'éducation pour cette réappropriation justement du logiciel Cameroun? Le colon a construit ce logiciel, a construit cette matrice. La jeunesse émergente à laquelle fait allusion le Doyen Bikoro maintenant a compris que c'était un mauvais logiciel. Et si nous sommes là ce soir, c'est pour dire aux jeunes que ce logiciel est le véritable problème de la véritable cause de nos problèmes. Il faut donc le changer. Ce n'est qu'en changeant ce logiciel qu'on pourra atteindre l'émergence réelle, comme la Chine. Les Chinois comparent la démocratie à une paire de chaussures. Et on ne peut pas vous donner une chaussure qui n'est pas de votre pointure. Elle ne vous suffira pas. Il faut donc que l'Afrique comprenne que même la démocratie, que moi, je n'aime pas particulièrement, mais elle est déjà là, elle a ses avantages, on peut la pratiquer selon les besoins camerounais. Regardez, aujourd'hui, nous décrivons un phénomène qui est l'instrumentalisation de la chefferie traditionnelle à des fins politiques. Pourquoi lorsque nous avons choisi de bâtir notre démocratie, nous aurions pu décider que le Sénat sera la chambre des chefs, sans coloration partisane. Nous avons choisi d'avoir une Assemblée nationale que l'on appelle Assemblée nationale. Elle aurait pu s'appeler Ndabot, par exemple, qui veut dire la famille en Ewondo. Donc il y a tous ces aspects que nos parents ont soit occultés, soit oubliés de regarder parce qu'ils étaient instrumentalisés, mais que notre génération aujourd'hui a choisi de regarder. Mais ce qui est bien, c'est que nous n'avons pas choisi de le regarder comme ça. C'est parce que nous voyons les travers de la mondialisation qui veut faire de nous un réceptacle, alors que c'est censé être un rendez-vous du donner et du recevoir. Merci. La jeunesse africaine est donc déterminée à porter sa pierre à l'édifice de la mondialisation en étant authentique et non plus de simples copieurs de ce que l'Occident nous a vendu. Merci Timothée Essomba, 22h02 à Yaoundé au Cameroun. Nous sommes toujours en compagnie de Serge Espoir Matomba. C'est le candidat du PUS à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Doyen Bikoro, je vous donne la parole avec une interrogation particulière qui est celle de la reconstruction du logiciel Cameroun africain. Je sais que c'est des problématiques qui vous tiennent à cœur. Mais lorsque vous observez justement la qualité de ceux qui sont censés muter ou alors muer cette réflexion africaine au sein de l'appareil politique, est-ce que vous êtes sûr que c'est avec ces chevaux-là que cette révolution des consciences pourra avoir lieu? Lorsque l'imposture se met en connivence pernicieuse avec l'hypocrisie, ça crée dans le subconscient des Africains l'arthrose psychosomatique. Ah, c'est assez fort là. Hein? c'est en français facile. On vous a dit que les élections règlent les problèmes. Ils sont allés plus loin, ils ont dit qu'un président de la République règle les problèmes. Chez eux, c'est la population qui règle les problèmes. On vous a dit qu'une bonne démocratie où seul un opposant remplace un parti au pouvoir. En RDC, un opposant a remplacé un parti au pouvoir. Toute l'Europe a dit que ce n'est pas la bonne personne. Ça veut dire qu'ils savent que la bonne personne. On vous a dit qu'un fils ne remplace pas un père. La plus grande nation décrétée démocratique dans le monde
a commis l'erreur pendant moins de 100 ans d'histoire de mettre la même famille au même endroit. Ils ont même voulu aller plus loin. C'est-à-dire que dans le même lit, le mari prend 8 ans, la femme vient prendre 8 ans après. C'est pour cela que c'est important la question que vous avez posée tout à l'heure. Et vous en êtes responsable. Vous avez vu que vous avez pris la présence des forces de maintien de l'ordre dans les endroits critiques du pays. Et vous dites qu'est-ce qu'ils font là? Et vous faites peur aux Camerounais. Vous savez pourquoi les Camerounais auront peur? Parce que vous ne leur avez pas appris que nous faisons ce débat aujourd'hui parce qu'à Bakassi, nord-ouest, sud-ouest, frontière est du Cameroun, Balaka et Seleka, partie septentrionale, Boko Haram, ce sont ces soldats qui nous permettent de faire ce débat aujourd'hui. Il faut que les gens qui vous parlent de souveraineté, que vous les écoutiez très bien. Parce que les baguettes magiques étaient des choses qu'on distribuait comme ça. Et nous devons avoir honte. Parce que le type qu'on appelait tirailleurs sénégalais, c'était en réalité des Africains qui sont allés sauver les autres. Ce qui suppose que ceux qui font du mal dans le monde entier, ce n'est pas nous. Puisque nous sommes les sauveurs des autres. Votre problème maintenant, c'est de savoir que vous êtes assis dans un truc où tout le monde veut venir. On vous envoie donc ailleurs. Vous auriez fait entre 2018 et 2025 un débat sur le travail d'aplomb qui est fait par les forces de défense et de sécurité dans ces zones critiques. Que les petits mouvements des gens qui font la clameur populaire en menaçant le Conseil constitutionnel n'auraient pas eu droit de citer. Là que tout à l'heure, Dr Mbagou vous a dit, les médias ont une réelle sociabilité. Le Cameroun du 12 octobre doit simplement faire 3 choses. Conserver les acquis, préserver les acquis et promouvoir les acquis. Conserver les acquis, c'est ce que le plus a dit tout à l'heure, que nous avons une dette historique que vous n'arrivez pas à décrypter. À savoir qu'on vous a donné un bout de papier où on écrit nom, prénom, objet indépendant. Et c'est le lendemain vous vous êtes rendu compte qu'en réalité ce n'est qu'un bout de papier. Et les autres font des termes de référence en vos lieux et places. Comment développer votre pays? Comment aider, comment aimer vos institutions? Comment aimer vos leaders? De 2018 à 2025, je vous l'ai reproché ici, dans tous les médias du Cameroun, sur 315 formations politiques. Et la Constitution dit que les formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Et il paraît que c'est la période de l'expression du suffrage. Vous avez choisi délibérément 4 ou 5 chefs de partis politiques, même pas les partis politiques, qui vous ont accompagné dans le bruit, vous empêchant d'éduquer, de sensibiliser et d'informer les Camerounais sur les avancées. Et c'est que si vous avez fait ça, le prochain président doit simplement continuer. N'ayant donc pas fait ce travail, vos complices d'hier se sont rendus à l'évidence qu'il y a des choses qui ont avancé, puisque vous avez repris la preuve que si c'est Espoir Matoba ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez repris le bâton de pèlerin. L'enjeu d'octobre 2025 n'est pas un enjeu de construction des routes. C'est un enjeu d'éviter ce que c'est, on m'a dit tout à l'heure, que les gens, chaque fois que nous voulons construire une route, nous apportent toujours quelque chose qui nous retarde. C'est ça. Dans les années 90, 91, 92, le monde a changé. Le multiculturalisme devait se mettre en place au plan économique, pas seulement politique. On nous a envoyé des histoires pendant 18 mois. Vous avez fermé la porte d'entrée de 6 pays d'Afrique centrale, dites francophones. 2004, on vous a amené beaucoup. 2011, on vous amène toujours quelque chose qui vous retarde dans une distraction, mais qui nous fait perdre beaucoup d'argent. Le moment est donc venu que celui qui sera président de la République, quand vous vous assurez, parce que je disais tout à l'heure qu'ils sont nombreux, comment ils vont choisir? C'est parce que vous leur donnez un éventail inutile. Si vous dites à quelqu'un que 2025, 12 octobre jusqu'à 2032, vous êtes là pour faire en sorte que le Cameroun soit effectivement indépendant économiquement, ce qui suppose le débat sur le franc CFA, le débat sur les accords de partenariat économique, le débat sur la multiculturalité économique, c'est-à-dire que le Cameroun peut prendre la Chine, peut prendre les États-Unis. J'ai interrogé le programme, doyen Mikoro. Le candidat du PUS a dit qu'il portait en lui justement cette... C'est pour ça que je vous ai... Est-ce qu'il va pêcher seul? Non, je vous ai félicité tout à l'heure. Le poste de président de la République est une rencontre d'un individu face au peuple, à ne pas faire de confusion. Maintenant, sa capacité à construire le pays, chacun avec tout le monde, c'est ça qui fait donc l'engouement. Le programme dont votre allusion, c'est un programme d'adhésion. Et si vous ne donnez pas la possibilité aux gens de promouvoir leur programme, de faire connaître les idées, je crois que c'est un peu tard, mais au moins les programmes, ils peuvent marcher.
Oui. Et je vous dis que vous ferez bonne figure en poussant les candidats à ne s'occuper que de la chose la plus importante du Cameroun aujourd'hui, c'est que le cacao ne soit pas bénéficiaire uniquement pour les autres, que la femme de Fondjomopot qui peut vendre son plantain, que les jeunes dont vous êtes, vous prenez vos salaires qui sont des essuyeurs de Camerounais, que vous n'alliez pas dans les grandes surfaces alors que vous allez à Vombi, à Fondjomopot pour acheter quelque chose. Et que vous leur disiez que ce pays est en train d'avancer, il y a des gens qui se battent pour ça, comme les pères fondateurs à l'époque. Et comme je vous disais tout à l'heure, au rendez-vous du donner du recevoir, vos congénères vous poseront la question pourquoi le tyran sénégalais, un analphabète, a pu changer le cours de l'Afrique. Et vous qui avez acquis des connaissances, des savoirs savants, vous continuez encore à discourir sur des choses qui ne les intéressent pas. Merci, doyen. Alors, Jean-Maurice Mbok, en termes d'offres, beaucoup d'interrogations, mais surtout en termes de propositions pour l'avenir. On a l'impression que les questions de souveraineté, les questions de monnaie, les questions de rapport de force, de bilatéralisme, multilatéralisme, autant pour moi, sont relégués pour des questions, excusez-moi, triviales. On estime que c'est notre tour de manger, on estime qu'on doit avoir une rotation du pouvoir, on estime que tel a trop duré, il est vieux, il est jeune, et on s'en limite à ça, alors que certainement les défis sont ailleurs. Lorsque l'on observe le boom qu'il y a, par exemple, en Asie, par rapport au continent africain. Le président Matomba a bien posé la question de savoir si on était prêt pour la démocratie. Moi, c'est une question qui m'a particulièrement touché parce qu'en fait, nous sommes des Bantous. Et chez les Bantous, on connaît le rôle de la notabilité dans sa globalité. C'est-à-dire que pas juste quelques notables, mais l'esprit de la notabilité. L'esprit de la notabilité, c'est de réfléchir à ce que le village ou le royaume trouve ses moyens propres pour se développer et donne de la force au roi pour qu'au niveau régional, il y ait ce rayonnement-là. Aujourd'hui, en Afrique, on a d'abord besoin de rentrer à une notabilité. C'est ce que les autres appellent shadow cabinet. Des gens qui s'asseyent et qui réfléchissent à la matrice. Mais il y a des conseils techniques partout. Non, laissez tomber. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de souverainisme, par exemple. Ce n'est pas là qu'on appelle un socialiste. Puisque notre matrice doit être construite. Le socialisme va être ce saupoudrage qu'on mettra plus tard pour les relations internationales. Chacun doit avoir un rôle à jouer. Mais à la base, puisqu'on doit avoir une identité, on doit avoir une forme, on doit avoir une vision, on doit avoir une orientation. Ça ne se construit pas le shadow cabinet. Le problème de l'Afrique, c'est que nous voulons nous définir sur les plateaux télé. Nous voulons nous définir sur les conférences. Nous voulons nous définir sur les conférences Chine-Afrique. Un pays, les sommets Chine-Afrique, Russie-Afrique. Donc un pays reçoit tout un continent et puis c'est là que vous venez essayer de... Non, je n'ai même pas vu de parler des autres là. Donc ce que j'essaie de dire, tout simplement Stéphane, c'est qu'à un moment donné, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et j'ai l'impression que beaucoup d'hommes politiques n'ont pas compris pourquoi ils font la politique. Acteurs politiques, je préfère. Bon, acteurs politiques. Quand on choisit de faire la politique, Stéphane, on rentre dans la notabilité de la matrice, de la conception, de l'organisation de la nation. On ne va pas en politique absolument pour être le chef de l'État. On va en politique pour apporter sa pierre à l'édifice, de manière à ce que demain, après-demain, 10 ans, 20 ans, 30 ans, que je puisse être satisfait que j'ai apporté quelque chose qui a transformé radicalement le visage de mon pays. Nous avons toutes ces intelligences. Le problème, c'est la démocratie à l'occidentale, où on pense que dès qu'on a fait l'Assemblée nationale, on a fait le Sénat, ça suffit. Pourtant, ailleurs, les faiseurs de rois aux États-Unis, par exemple, vous ne les connaissez même pas. Le shadow cabinet est responsable de se rassurer que les démocrates sont restés dans la ligne, que les républicains sont dans la ligne. Maintenant, Make America Great, c'est quoi? C'est pas un slogan, c'est un concept, c'est une organisation, c'est un concept les Américains. Qui intéresse tous les Américains. D'où l'idée du président d'aller dans l'arrière-pays et de consulter. Vous le savez sur ce plateau, je suis chantre du dialogue. Je suis chantre de la consultation, de la concertation. Et quand j'entends ça, je dis waouh. Donc ça veut dire effectivement qu'on évolue. Donc, ce que je vais dire, Stéphane, c'est qu'il faut à un moment donné qu'on soit sérieux. Nous savons qu'il y a des ennemis.
Nous savons qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on réussisse. Et vous l'avez brillamment expliqué, en des indépendances tronquées qu'on a reçues et tous les problèmes qu'on nous envoie. Qu'est-ce qu'on doit donc faire maintenant en 2025? Vous croyez que le Burkina Faso est en train de se développer au hasard? C'est parce qu'il y a un shadow cabinet. Vous croyez que le Gabon est en train de faire ce qu'ils font là au hasard? Il y a un shadow cabinet. Et il faut donc aujourd'hui que le Cameroun puisse avoir la hauteur d'écouter tous ceux qui sont acteurs et hommes politiques, parce qu'il y a des acteurs et des hommes politiques, et de se dire, honnêtement, ce que propose le PURS peut nous amener quelque part. Associons-le. Même si le PURS ne gagne pas demain, qu'on considère ce qu'il propose. Même si le FSNC ne gagne pas demain, qu'on considère ce qui... Parce que chacun apporte quelque chose qui va rendre le pays grand et fort. Mais nous refusons d'aller dans cette direction-là. Ce qu'on choisit, c'est qui insulte plus que qui est plus violent que qui. Attention à Facebook. Et j'ai essayé de faire un petit sondage pour me rendre compte qu'en Afrique noire, tenez-vous tranquille dans les débats télévisés, nous sommes les deuxièmes plus, en fait, dans la catégorie des sauvages, des barbares, dans l'ensauvagement de l'État public. Le Cameroun est devenu deuxième à cause de nos débats. On ne comprend ni la tête ni la queue, mais tout ce qu'on retient, c'est des injures et des gros mots. Aujourd'hui, il est urgentissime que tous ceux qui s'intéressent à la politique travaillent à se mettre ensemble pour se dire, on ne va pas continuer à laisser les autres venir nous dicter leurs lois. On ne va pas continuer à refuser de considérer l'intelligence de mon frère en pensant que je vais prendre un blanc pour venir consulter, que ce soit mon parti, que ce soit mon projet, mon programme, sachant bien qu'il va le torpiller. Il est urgent que l'Afrique comprenne que ce n'est pas la Russie qui va la sauver, ce n'est pas les États-Unis qui va la sauver, ce n'est même pas la France, ce sont les intelligences intérieures. Merci. On va, puisque nous avons un candidat à la présidentielle, lui justement donner encore l'opportunité de s'exprimer, de mieux préciser et expliciter son offre aux Camerounais. Alors, les soucis des Camerounais, Serge Espoir Matomba, vous avez parcouru l'arrière-fond du pays, vous les connaissez. Que leur répondez-vous? Parce qu'ils sont nombreux qui m'interpellent là sur nos différentes plateformes. Qu'est-ce que le président Matomba nous propose en termes, par exemple, d'emploi pour la jeunesse? Vous savez que c'est un problème qui mine quasiment près de 60% de notre tissu social, la question de l'emploi jeune. Qu'est-ce que vous proposez de façon claire et précise pour que ceux qui nous regardent en ce moment, et ils sont des millions, là je peux vous le rassurer, puissent se tourner vers vous en termes de propositions pour l'emploi jeune? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire un petit parallèle. Vous savez, j'ai eu envie de me lever et de quitter votre plateau. Oui. Pour la simple raison que ce que mes co-panélistes, si je vais les appeler ainsi, ou des analystes qui sont sur le plateau, disent, c'est sensiblement ce que je dis. Oui. C'est sensiblement ce que nous disons. Du coup, je me suis dit... Vous nous avez fait peur, là. Du coup, je me suis dit, j'ai pas besoin d'être là. Parce que, en réalité, les idées convergent vers quelque chose. Oui. Vous savez, quand vous parlez d'emploi, il faut déjà dire aux Camerounais pourquoi ils n'ont pas d'emploi. Tout à fait. Parce qu'en fait, le Cameroun est un marché et les Camerounais sont des marchandises. Ou alors, si vous voulez, sont des clients. On est dans un pays qui produit, qui ne transforme rien, qui ne crée rien. Donc, du coup, on est obligé d'être le marché dans lequel on déverse tout ce qui vient d'ailleurs. Oui. Et nous, on achète. Nous sommes des clients. C'est pour cette raison que même quand vous observez notre système éducatif, il est fait pour préparer l'homme à devenir un employé. Tout à fait. Et non un créateur de richesse. C'est pour cette raison qu'il est souvent important de restituer ces choses pour que le Camerounais comprenne d'où viennent ces problèmes. Parce qu'on a souvent l'impression que c'est tellement léger de venir dire non, je vais créer 25 000 emplois, je vais créer 5 millions d'emplois. Puisque dans notre projet, nous disons que nous allons créer 5 millions d'emplois. Et nous disons comment. Mais je vais revenir là. Oui. Pour dire qu'il faut repartir aux fondamentaux. Parce que le pays, que nous le voulions ou pas, je l'ai convoqué tout à l'heure, n'est pas encore un pays indépendant. Tout à fait. Et le plus grave, c'est que nous n'avons pas d'identité supranationale. Mais il faut commencer par là. Il faut la construire. Il faut commencer par là. Une nation, par essence, se définit comme un territoire, une langue nationale. Mais chez nous, on a le territoire, mais on a deux langues.
qui ne nous appartiennent pas. Le français et l'anglais. C'est-à-dire ce sont les langues d'autrui. Et curieusement, à cause des choses des gens, on s'entretue. C'est-à-dire que on a une crise qui est née du fait que des gens vous disent non, moi j'ai la culture anglophone. C'est quoi la culture anglophone? D'autres vous disent j'ai la culture francophone, on s'entretue. Donc une des choses qu'il faut commencer à reconstruire, c'est l'identité supra-camerounaise. Qui sommes-nous en tant que Camerounais? Lorsque j'ai fini de le dire, et lorsque nous commençons à construire cela, nous allons donc vers ce que nous pouvons appeler l'union des Camerounais. L'unité. Parce qu'il faut construire cela, il faut penser les blessures, il faut convoquer la mémoire, il faut amener sur la table ce qui nous a fait mal. Même si ça nous fait mal, que nous posions cela sur la table. Ce n'est que comme ça que nous... Et nous disons d'ailleurs dans notre projet qu'au lendemain de notre prise de pouvoir, une des premières choses que nous allons faire, c'est la réécriture de la Constitution. Parce que c'est la loi fondamentale qui permet, n'est-ce pas, de diriger ou de la bonne marche d'un pays. Et dans cette Constitution, ce que nous allons faire, c'est qu'il n'y aura plus de concepts anglophones, francophones. Nous allons bannir ces concepts d'anglophonie, francophonie. Nous disons, nous voulons construire un nom, un Camerounais, un profil de Camerounais, pas un Camerounais qui a deux profils. Vous comprenez? Parce que si nos dévanciers, ou alors ceux qui ont hérité du Cameroun, même si il fallait juste remplir des missions, je parle du président Haïdio, au président Paul Biya, s'ils avaient eu la vision de construire un pays, nous n'en serons pas aujourd'hui dans ces guerres qui aujourd'hui ont pris la surface nationale, c'est-à-dire au-delà, je parle de la crise anglophone et francophone, et même ce que nous constatons, le tribalisme. Mais vous savez, j'ai souvent ri quand on dit non, c'est les politiques qui construisent le tribalisme. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que vous négligez un fait. Je m'appelle Matomba. Oui. J'ai le doyen Bikoro en face de moi. J'ai Ivuna, j'ai Esomba, mais vous savez, quand nous étions petits, nous étions jeunes, nous étions au lycée, à l'école primaire. Vous saviez qu'à l'époque, on s'appelait par nos noms de famille. Tout à fait. Regardez l'évolution. Aujourd'hui, nos noms de famille sont relégués à la 3e place. On s'appelle par des prénoms. On n'a pas vu ça venir. Tout à fait. Mais c'était un construit. On nous a dit, on essayait de nous acculturer. On nous disait, vos cultures là, mettez-les derrière. Mais nous-mêmes, on ne voyait pas. Nous avons avancé. On a commencé à être fiers de porter des prénoms. Et on s'appelle par des prénoms, nous ne nous rendons même pas compte. Le plus grave, c'est que vous parlez d'emploi. C'était ma question. Oui, j'arrive. Je vais juste prendre un exemple pour qu'on se comprenne. Regardez comment vous êtes très beau dans cette tenue. Merci. Vous savez comment on est arrivé à vous faire croire que c'est dans cette tenue que vous êtes beau, pas dans une tenue africaine? Parce qu'en réalité, on vous a transporté, on a amené votre regard ailleurs. On vous a dit, l'homme qui est beau, c'est celui qui met de la belle veste et la bonne cravate. La conséquence directe, c'est que vous produisez du coton. La grosse quantité du coton, vous l'exportez. Vous ne développez pas une industrie du textile au Cameroun qui pourrait créer plus de 50 000 emplois en quelques jours. Bravo. Mais vous êtes là, vous importez tout, vous importez la friperie, même les slips, vous importez. Bon, le détail avec s'il vous plaît. Sinon, on ne pourra pas se comprendre. Sinon, on ne pourra pas se comprendre. En réalité, parce que on vous oblige de regarder votre pays avec des regards extérieurs. Tout à fait. Vous avez perdu l'identité. Vous n'êtes plus vous-même. Vous vous considérez important parce que vous avez 10 voitures, 10 immeubles, je ne sais pas trop quoi. Et donc, vous ne saurez justifier même parfois la provision qui vous permet de les avoir. Parce qu'en réalité, l'échelle des valeurs a été modifiée dans votre subconscient. Le plus grave, c'est que vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, ce sont ces éléments qui créent de l'emploi que vous avez banalisé. Donc nous disons, après avoir construit ce que nous appelons l'identité nationale, qui passe forcément par la réappropriation de notre culture et l'adoption d'une langue nationale, qui sera une langue officielle, nous allons fédérer, unir les Camerounais. Et puis nous allons donc conquérir notre souveraineté qui passe par tous les points. Le premier, l'éducation. Vous ne pouvez pas vouloir construire une société, construire des routes, des appareils pour transformer les produits de vos récoltes ou alors de vos viviers agricoles et autres et importer des machines pendant que vous avez la capacité de les produire vous-même, les machines. Le système éducatif. Vous devez
comment vous les appelez, les matières qui sont validées ou alors qui sont arrêtées, les ouvrages doivent être validés par l'UNESCO, mais gars, mais on a un problème avec ça. Donc laissez-moi venir pour dire que, parce que si on ne comprend pas ces choses, on ne peut pas avoir des solutions pour notre pays. On restera dans des débats creux qui n'avanceront pas la nation. Nos problèmes sont beaucoup plus profonds. La refondation du système éducatif nous permettra de construire l'homme camerounais que nous voulons pour le Cameroun, pour le développement, la construction du Cameroun. Oui. Qui lui sera prêt à quoi? À construire les routes parce que nous en avons besoin. Et puis, c'est des choses simples, c'est pas trop compliqué. C'est-à-dire que même là encore, je vais vous prendre 2 exemples simples. Nous disons, au lendemain de notre arrivée, nous allons mettre sur pied, la mise sur pied de 2 raffineries de pétrole. C'est lourd, en termes de projet. Oui, c'est pas très lourd. C'est l'objectif qui est intéressant derrière. On a la Sonara qui est là. On va donner à la Sonara la capacité, n'est-ce pas, dans son extension, de pouvoir raffiner le pétrole et mettre à la disposition, n'est-ce pas, des Camerounais. Non seulement un pétrole à bon prix, qui réduit le coût, n'est-ce pas, de transport et de la vie, mais aussi, le plus important, c'est qu'il produit le bitume. Parce que vous savez combien on importe le bitume aujourd'hui? Tout le monde vous dit qu'on a des problèmes de route. Il faudra, on mettra une autre raffinerie dans l'extrême nord. Parce que nous voulons avoir, non seulement réduit le coût de la vie, qui est très important, j'ai l'habitude de dire aux gens, qui me disent, mais il faut dire aux Camerounais qu'on va augmenter les salaires. Oui, on va augmenter, mais ce n'est pas suffisant. Le coût de la vie est élevé. Il faut traiter ce problème à la racine. Pourquoi le coût de la vie est élevé dans un pays dans lequel vous produisez tout, mais vous importez tout? Quelles sont les habitudes alimentaires du Cameroun? On les produit au Cameroun. C'est ça. Pourquoi on importe? Pourquoi on importe quand on sait qu'on a le maïs en 3 mois? On a les arachides. On a en 3 mois, 6 mois. On ravitaille le marché. Pourquoi on importe? Pourquoi nous devons entrer, c'est-à-dire être puissants dans le marché des devises pour faire plaisir, n'est-ce pas, à ceux-là qui ont le CFA? C'est-à-dire que quand quelqu'un m'a fait rire récemment en me disant « Mais les économies, les intérêts français ont considérablement diminué au Cameroun. » J'ai dit « Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ils n'ont même pas besoin d'avoir une boutique, comme ils en ont un peu partout. Le simple fait que nous utilisons le CFA, c'est largement suffisant pour qu'ils fassent beaucoup d'argent chez nous. Mais nous avons besoin de générer, de créer de l'emploi. Nous avons besoin de transformer. Ça passera forcément par la transformation de nos produits. Ça passera par la mise sur pied de l'industrialisation du Cameroun, qui passe d'abord par l'indépendance énergétique, par la construction d'une véritable éducation, qui dit aux Camerounais, tu dois être un modèle dans le monde, pas en Afrique. Ouais. Parce que pour le pays que nous avons, pour le pays que je parcours, pour les richesses que nous avons, je suis désolé de le dire, il n'y aurait pas un citoyen du monde qui va égaler un Camerounais. Si nous commençons à faire exactement ce que nous avons à faire pour le Cameroun, et puis vous verrez ce que le Cameroun deviendra dans le monde. C'est inacceptable ce qui se passe. Merci. Quand je le dis, si vous ne me laissez pas... Non, on va essayer. Le temps va nous manquer. Monsieur le Premier secrétaire, on est tellement charmé par rapport à ce que vous dites, parce que vous êtes sur Ouro Africa, c'est une tribune panafricaine. La vision que vous avez semble être... Elle est panafricaine. Oui, oui. Elle semble en adéquation avec l'ADN de cet espace qui est un espace panafricain. On va prendre l'avis des gens de Dieu et Vouna qui vous suivaient attentivement avant qu'on aille vers la conclusion du programme. Ah, déjà à la fin là? Oui, oui. Allez-y, gens de Dieu et Vouna. Ok, vous savez, monsieur Mbaraga, j'ai l'habitude de dire que ce qui m'impressionne, c'est les idées et non les individus. Et j'ai pris le soin de m'approcher du candidat Serge Espoir Matomba pour comprendre et étudier son projet de société. Voilà un projet de société, pour une fois, qui insiste sans peur des représailles. Parce que beaucoup, mon frère Soba le disait ici, ont peur de s'affirmer comme souverainiste, nationaliste et rupture. Et voilà les 3 mots que j'ai retenus en approchant le premier secrétaire. Nationalisme, souveraineté et rupture. Quand on parle, quand il développe, on sent la soif. Il incarne ce qu'il dit. C'est-à-dire créer une rupture. Pas une rupture dans le sens où il y a un affront. Il parle d'une rupture progressive en
construisant d'abord l'identité supranationale, parce que le cancer du Cameroun, c'est le repli identitaire. Oui. Et il met, pendant que vous posez la question sur l'emploi, il vous amène à la racine des problèmes. C'est-à-dire, il ne vous dit pas, je vais faire 5 millions d'emplois, mais il vous pose d'abord la racine, la base, où il va en amont. Est-ce que les Camerounais que vous observez ont justement cette inclinaison à mettre en avant d'abord les orientations idéologiques et même idéologiques avant de voir justement la réalité? Si votre messagerie crépite, ça veut dire qu'ils ont le souci d'écouter un homme politique de cette envergure qui leur présente les causes et non pas d'abord les solutions. Et c'est ça l'urgence. Poser, c'est-à-dire, c'est ça l'intelligentsia. Il ne faut pas donner le bonbon aux enfants. Il faut leur montrer d'où sort, comment est-ce qu'on travaille de l'argent, pourquoi il n'y a pas de bonbons, pourquoi il n'y a pas ceci. Et nous avons là quelqu'un qui parle de rupture. Rupture qui a pour conséquence liberté. Et vous savez, lorsqu'on a acquis sa liberté, on a la capacité de s'octroyer des instruments de savoir et des instruments de pouvoir. Ce qui manque de manière créée à nos institutions aujourd'hui. C'est pourquoi elles ne peuvent pas se mouvoir. Parce qu'il n'y a pas de levier de pouvoir et de savoir. Je prends l'exemple, il a parlé du côté de l'énergie. Vous savez qu'un peuple qui n'arrive pas à se soigner par lui-même est un peuple qui est appelé qui est en voie de disparition. Oui. On a bloqué à la crise ivoirienne. Il a suffi une seule chose, qu'on bloque l'entrée des médicaments et le peuple était en train de mourir. Voilà des projets où, quand j'ai essayé de consulter, nous avons des pans de souveraineté parce que la santé est un levier stratégique et de souveraineté. Nous avons donc quelqu'un en face de nous qui nous propose de faire à ce que nous puissions avoir des laboratoires de recherche, des instruments qui sont des instruments de pouvoir. Parce qu'il faut le dire, la santé est un levier de pouvoir. Si vous avez de quoi, parce que nous ne pouvons pas comprendre que jusqu'à aujourd'hui, on ne parvient même pas à produire sur l'échelle nationale même des médicaments génériques, c'est-à-dire qui puissent satisfaire notre population. Et nous avons donc en face de nous quelqu'un qui propose ce genre qui a inclus ce genre d'aspect dans son projet pour permettre à notre population de trouver sa souveraineté, sa liberté et enfin sa nationalité. Merci. Doyen Bikoro, nous avons le candidat du PURS qui fait un ensemble de révélations, mais surtout propose un certain modus operandi dans son ambition qui est la sienne de pouvoir faire véritablement décoller le pays. Mais lorsque vous observez en tant que, justement, quelqu'un qui a l'habitude de ces mouvements idéologiques, est-ce que vous percevez qu'il pourra aller justement au bout de son ambition? Est-ce que les entraves, puisque ce n'est pas le seul qui justement porte cette orientation sur le continent, on a l'impression que ceux qui veulent faire véritablement bouger les choses sont souvent parfois freinés par des contingences liées à l'exercice même du pouvoir et à la réalité du pouvoir. Nous avons le cas au Sénégal. On n'est pas encore à l'exercice du pouvoir. Les Africains ont soif de liberté. Ils ont soif de nutrition. Ils ont soif d'amitié et de relations internationales. Et Matou m'a dit, certes, j'ai mon château d'eau, mais je préfère vous dire que le fleuve se trouve à 3 km. C'est ce qu'il dit? Moi, je résume ce qu'il dit. Alors, vous avez le choix. Entre finir le château de M. Batomba, pour qu'une semaine après, vous reposez le même problème. Ou alors, vous lui dites, comment tu as su qu'il y avait l'eau là-bas? Il dit, allez chercher l'eau. L'eau se trouve dans le fleuve. On vous dit que vous avez faim parce que vous laissez la banane plantain pourrie dans votre maison. On vous a appris à manger du riz thaïlandais. On vous dit que les fonctionnaires jeunes africains ne se rendent pas compte que c'est avec l'argent du pétrole, des choses que les gens font à la maison, qu'ils vont se ravitailler dans les grandes surfaces européennes. C'est le paradoxe de notre pays, ce paradoxe. La deuxième chose que c'est, Matomba vous dit, contrairement à une perception que nous avons eue à cela 15 ans quand nous décidions de créer l'identité africaine. On nous confondait avec des gens qui n'aiment pas les autres. Nous disons que nous renseignons les autres sur ce que nous sommes.
Mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne sont pas africains. Nous les renseignons aussi sur ce que nous sommes, en y ajoutant de ce que nous avons. Quel est ce pays, quelle est cette Afrique où tous les médias parlent des enfants désœuvrés et inutiles qui traversent la mer Méditerranée pour aller laver les cadavres? On ne leur dit pas qu'ils peuvent faire tout ça sur place ici. La responsabilité sociétale, et moi je crois que vous ne pouvez pas régler les problèmes de l'Afrique si vous ne savez pas quels sont les problèmes de l'Afrique. Moi je suis d'accord avec le premier secrétaire du PUS parce que ça fait partie d'une logique qui va durer longtemps. La longue marche de Mao Tse-tung, c'était pour éprouver les Chinois. Il était conscient qu'il y a des éclopés mentaux, il y a des éclopés physiques. Et la plupart du temps, il a fait marcher pour rien. Non, pas pour rien. Il ne savait pas que ça va faire 5000 km. Il y a donc les gens qui n'arrivaient pas à marcher parce qu'ils étaient des impostures. Quand tu lui demandes, frère, comment tu t'assois, il dit, ah, ça c'est les gens qui sont déjà, comme on dit souvent au village, dès que vous voulez faire quelque chose, on dit que vous êtes un sorcier, vous vendez les crânes. Donc on dit aux gens que nous sommes en train de vous éprouver. Première chose que j'ai dit tout à l'heure, conserver les acquis. Il y a quand même des moindres petits acquis. Les nationalistes ont laissé de l'herbe dans notre continent. Il faut préserver ces acquis-là. Ne soyez pas des leaders qui disent qu'ils vont créer le jour où ils arrivent. Il faut qu'ils tiennent compte du fait que les uns ont commencé. Maintenant, il faut les préserver. Parce qu'en les préservant, vous tenez compte des problématiques auxquelles se sont confrontés vos prédécesseurs. Et maintenant, il faut les faire prospérer. Quand vous irez, c'est sûr que les gens ont compris quels sont les enjeux. Ces trois choses-là demandent qu'on s'en soit. Parce que les Africains, quand ils ont une crise, c'est l'arbre à palabre. C'est pour ça que quelqu'un a dit tout à l'heure, nous voulons développer nos pays et nos nations sur la base des thèmes de référence des autres. Quand nous avons un problème chez nous, on s'assoit et on cause pendant, même ça fait 8 heures, 10 heures, 15 heures. Il faut qu'on soit sûr que tout le monde a compris là où on part. Maintenant, vous avez dit quelque chose de fondamental. C'est important de le dire quand vous parlez du nombre de personnes qui postulent. Moi, je crois que le nombre est positif. Parce qu'entre ces personnes qui postulent, on doit pouvoir trouver des alliances nécessaires qui les permettent d'avancer ensemble vers l'objectif final qui est celui de sauver nos États africains. Serge Espoir Matomba, alors nous allons vous observer et vous écouter attentivement sur un aspect qui est inhérent même au construit idéologique qui est le vôtre. Nous sommes là, pour certains, à un carrefour de l'histoire politique du Cameroun. On vous a écouté sur les aspects de souveraineté, sur les aspects de vision, mais dans la ruelle politique, comment est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous arrivez en pensant justement qu'il est désormais temps de la rupture, ou alors vous vous positionnez dans un esprit de continuité, mais en préservant les acquis, comme le déclare sur ce plateau le doyen Bikoro? Comment est-ce que vous vous positionnez sur cet aspect? Une rupture brutale, frontale, avec le système qui nous a amené des indépendances jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui, ou alors vous êtes dans une continuité qui accepte le passé, les acquis, mais qui propose quelque chose de différent par rapport à ce qui existe déjà? Écoutez, je vais être direct et clair. Nous sommes pour une rupture du système. Pas une rupture du régime, mais une rupture du système. Mais on tient compte de l'héritage de nos dévanciers. C'est-à-dire qu'on ne balaye pas l'héritage de nos dévanciers du revers de la main. Je vais peut-être vous rappeler qu'en 1957, Ruben Umnyobe et ses compagnons avaient choisi le Foufoudé pour en faire une langue nationale. C'est un héritage qui n'a pas été adopté par la suite. Mais ça nous renvoie à quelque chose. Il y avait le besoin d'une langue nationale. Pourquoi est-ce qu'en 1957, ils avaient pensé à cela? Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? C'est un héritage que nous devons implémenter. Parce que si on était à ce niveau aujourd'hui, je suis désolé de le dire, peut-être les relents tribalistes qu'on a ne se poseraient pas sur la table. Peut-être dans des ministères, vous n'arriverez pas et vous trouvez des personnes qui parlent la langue du ministre ou alors la langue d'un tel. Peut-être on aurait eu, n'est-ce pas, une langue supranationale qui aujourd'hui serait en train d'être utilisée par tout le monde. Donc, ça fait partie des héritages que nous avons. Donc, on ne dit pas que tout est noir. Mais nous disons, il faut rompre avec le système qui nous a vilés. Et c'est ce système-là qu'il faut couper complètement. Parce qu'en réalité, quand j'ai convoqué les aspects, il faut aller vers quelque chose qui va permettre aux Camerounais aujourd'hui d'être nous-mêmes. C'est pas compliqué.
Nous n'avons pas besoin de 10 ans pour cela. Regardez la structuration de notre économie. Vous savez que même le budget, la loi, la forme du budget émane, n'est-ce pas, de l'ordonnance de 62. C'est-à-dire, ils ont pensé, ils nous ont dit, voilà comment vous devez même construire, concevoir votre budget. Vous avez dans le budget le fonctionnement, vous avez l'investissement, et même dans l'investissement, on définissait encore ce que c'est que l'investissement. À l'époque, c'était les achats des voitures, de ceci. En fait, on vous amenait quelque part où il fallait que vous restiez dépendant. Et comment construire quand on est totalement dépendant? Et c'est comme ça qu'on nous a amenés vers les marchés financiers. Et nous n'avons pas compris. Plus tard, on est revenu nous dire, non, vous n'avez pas assez d'argent, donc il faut, pour payer vos dettes, il faut vendre ceci, il faut privatiser ceci, il faut. La conséquence directe, c'est quoi? C'est que nous sommes là aujourd'hui, on emprunte pour payer la dette. Donc, mais je vais sortir de là. Pour dire que les enjeux sont tellement importants qu'il ne faut pas croire qu'en remplaçant un homme par un homme, on aura résolu le problème. Tout à fait. Ce n'est pas ce que nous voulons aller faire. Ce que nous voulons, c'est changer complètement un système dans lequel nous redéfinissons les règles. Nous disons, voici le système éducatif adapté à notre pays, parce que selon la nouvelle loi d'orientation que nous mettons en place, on veut tel profil de Camerounais. Voilà ce que nous voulons. Bon. Nous voulons dire, nous devons absolument avoir de l'énergie pour les Camerounais. Nous voulons avoir à manger pour les Camerounais. Et pour ça, on n'a pas besoin d'aller... Le Cameroun, c'est un pays béni, comme je le disais tout à l'heure. Rien n'explique le fait que nous soyons en train d'importer pour des quantités incroyables, en milliards, des milliers de milliards, ce que nous consommons, ce que nous produisons. Nous avons la bauxite au Cameroun. Comment vous expliquer que nous puissions importer les tôles et autres, tout un tas de choses? Savez-vous qu'on peut construire une maison de 1 à 3 millions au Cameroun? Tout à fait. Vous avez le clinker. Vous savez à qui appartient le clinker du Cameroun? Bon, vous l'avez attribué à une entreprise française qui a gagné le marché. Mais le sac de ciment n'a pour autant pas changé. Tout à fait. Pourtant, avant, cette entreprise importait le clinker. Maintenant, elle utilise le clinker du Cameroun. Et le sac de ciment n'a pas changé. Pourtant, le sac de ciment peut revenir à 2000 francs si vous exploitez vos gisements, n'est-ce pas, de clinker au Cameroun. Mais comment on va expliquer aux gens et aux Camerounais que nous avons de l'emploi sur place? Il suffit de nous réapproprier de nos ressources, de pouvoir les transformer, de redéfinir la structure économique du pays et le fonctionnement structurel du pays. Et tout marchera. Ce n'est pas compliqué. Ce sont des choses simples. Et c'est tellement basique qu'au lieu d'entrer dans ces débats, on nous transporte ailleurs. On nous transporte ailleurs et on nous éloigne donc de ces réalités. Mais je voudrais rassurer les Camerounais en leur disant, pour le mot de la fin, nous avons compris le Cameroun. Le projet que nous portons, qui est un projet nationaliste, qui est un projet souverainiste, qui est un projet de liberté pour le Cameroun, est un projet qui nous permettra de devenir non seulement nous-mêmes, mais de devenir autosuffisants. De pouvoir servir, n'est-ce pas, le commun des Camerounais, où qu'il soit, et le protéger. Transformer le Camerounais en un être, je ne dirais pas supra, mais un modèle mondial. Parce que des intelligences, nous en avons au Cameroun. Mais qui est une première ressource? Une première ressource qu'en capitalisant, nous amènerons donc les Camerounais vers des lendemains meilleurs. Mais pour cela, nous devons d'abord rompre avec le système établi, qui est encore un système néocolonial qui continue, n'est-ce pas, d'agir sur le territoire national. Serge Espoir Matomba, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. J'espère que la prochaine fois, nous aurons plus de temps. Merci au top management qui nous a accordé ces quelques minutes supplémentaires. Une minute, Jean-Moïse Mbok, nous sortons. Ben écoutez, je l'ai dit à l'entrée de mon propos, nous sommes obligés de vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir comme des bêtes. Et au FSNC, nous savons, et d'où la déclaration de Fumban d'ailleurs, le PURS était présent. Il y a une dynamique qui se met en place, où il y avait 9 partis politiques qui étaient présents, et nous voulons étendre de manière à ce qu'on puisse réfléchir le Cameroun. Quand j'entends tout ce que j'ai entendu, je dis, mon Dieu, on a de l'espoir et des espoirs sérieux. Merci. Il faut donc qu'on travaille dessus. Timothée Somba, on sort.
Oui, il est très important. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de repli identitaire. C'est parce que dans la volonté d'émancipation, on va, mais on ne trouve pas de liens sociaux. Il faut une mystique républicaine qui nous fait savoir que en allant vers la République, on ne va pas s'égarer. Et dans son programme, il pense à ces liens-là. La langue véhiculaire qui permet aux Camerounais de partir de Yaoundé jusqu'à Touboro sans avoir besoin d'un traducteur ou d'un interprète. Nous avons besoin de ces liens sur le système éducatif. On ne doit plus avoir le bac francophone, le bac anglophone. Ça ne fonctionne pas. Et ce sont ces liens qui nous ont manqué. La question que l'on peut se poser, je vais sortir par là, c'est est-ce que nos pères n'ont pas déjà commencé à penser? Ils ont déjà commencé à penser cela à travers le non-renouvellement des accords coloniaux. Il faut donc qu'on sache que notre génération doit poursuivre cette œuvre de réappropriation de notre destinée. Merci, mesdames, messieurs. Si vous permettez, c'est pour le président Serge Espoir Matomba. Quelqu'un qui nous suit le doigt là qui dit, est-il possible d'arriver à faire ce dont parle le président Matomba? Waouh, mon Dieu, cet homme est fort. Je ne l'avais jamais écouté parler. Camerounais, il y a de l'espoir. Merci. C'est par votre contribution que nous mettons en terme à cette édition de Ouro Africa. On va dire merci au président Serge Espoir Matomba. Ça n'a pas été facile de l'avoir. Nous avons dû batailler un peu. Ce sont les réalités inhérentes à la production. Si tu permets, il faut lancer un appel aux 13 valeureux Camerounais qui ont pu traverser l'épreuve du conseil électoral en leur disant qu'il faut qu'ils viennent vers vous, comme on l'a fait avec Serge Espoir Matomba. On peut le faire avec d'autres personnes pour permettre à la nation camerounaise de savoir entre les 13 projets celui qui est la meilleure. Entre les 13 projets, lequel est le meilleur? Serge Espoir Matomba, nous espérons l'avoir encore, vous a livré quelques bribes de sa profession de foi envers les Camerounais. Les autres sont aussi attendus. On essaiera, autant que faire se peut, de pouvoir être en adéquation avec toutes les candidatures et tous les projets. Ça n'a pas été facile de l'avoir, je l'ai dit. Les équipes de communication, véritablement, on a soufflé le chaud et le froid. Mais le meilleur, c'est que le candidat s'est exprimé. Il a présenté sa vision du Cameroun et nous lui disons merci pour cet exercice de pédagogie. C'est ça, Ouro Africa. Les projets, les programmes, les débats qui construisent le continent et qui font avancer les réflexions. Bien le bonsoir. Ici, c'est ça, Batou, la mole,